Je suis ravi de vous retrouver. Il y en a que je vois depuis ce matin. Madame, vous êtes fidèle au poste, vous ne bougez pas. Ça veut dire que ça vous intéresse. Vous apprenez des choses? Bon, vous êtes prête? Là, vous allez pouvoir nous faire... Non? Vous allez pouvoir recevoir le Premier ministre à votre table. Alors, si jamais vous vouliez recevoir le Premier ministre, ou tout au moins des amis en bonne et due forme, je vais essayer de vous donner quelques petits codes de savoir-vivre à la française, parce que chacun me pose des questions ici et là sur savoir comment recevoir. Le salon de la pâtisserie est un moment idéal pour reprendre quelques codes. Je vais vous faire énormément interagir, donc n'hésitez pas à me poser toutes les questions possibles et inimaginables sur le savoir-vivre et les bonnes manières. Est-ce que vous savez, par exemple, quand vous recevez chez vous à dîner, pourquoi le verre d'eau doit être rempli quand les invités passent à table? Alors, est-ce que quelqu'un a une idée? Levez la main, comme à l'école. Pourquoi, quand vous dressez votre couvert, vous allez remplir les verres d'eau? Une idée? Madame? Alors, attendez, on va vous donner un micro. Il y a plusieurs micros et vous allez vous les passer, d'accord? Donc c'est pour ça, n'hésitez pas à lever la main. Pour peut-être s'hydrater le palais avant de commencer le repas. Je pense que c'est un message subliminal que vous nous faites passer aujourd'hui à cause de la chaleur. Est-ce que quelqu'un... Alors, madame a dit, peut-être pour s'hydrater le palais avant de passer à table. Est-ce que quelqu'un a une autre idée? Ou neutraliser. Neutraliser, ça aurait pu. Figurez-vous que, comme le savoir-vivre, la vertu des bonnes manières et du savoir-vivre et des codes en général, c'est de mettre les individus que vous recevez, vos invités, dans les meilleures conditions, c'est de prendre soin d'eux. Et donc, quand vos invités passent à table, le verre d'eau est déjà servi, car si quelqu'un a un médicament à prendre, il n'attirera pas l'attention sur le médicament et n'en fera ainsi pas un sujet de conversation, plutôt quelque chose souvent qu'on garde pour soi, pour son intimité. Mais c'était une bonne idée. Alors, si demain je viens dîner chez vous, vous allez donc dresser la table, vous allez mettre... l'assiette, le couteau et la fourchette. Comment allez-vous placer la fourchette? Les dents sur la nappe ou les dents de la fourchette qui regardent le ciel? Vers le haut. Vers le haut, madame? Qui pense vers le haut? Qui pense vers le bas? Ah, égalité, ça aurait pu être la France, mais ce n'est pas le cas. Eh bien, figurez-vous que la tradition française veut que les dents de la fourchette soient posées sur la table. Pourquoi? Prenez le micro, madame. Pourquoi? Exactement. C'est parce que dans les familles aristocrates, des familles qui avaient des armoiries, elles étaient gravées sur le bas de la fourchette, côté dents sur la table, alors qu'en Angleterre, elles sont de l'autre côté, et c'est pour ça que, je vois madame qui dit, ouais, je te l'avais dit, en Angleterre, les dents sont en haut. Savez-vous pourquoi la serviette de table... Non, devinette. À l'heure du déjeuner, où pose-t-on la serviette de table? Au déjeuner. Est-ce qu'on la pose à droite, dans l'assiette, à gauche, dans le verre? Allez-y, lancez à volo comme ça. À droite. À gauche pour madame. Déjeuner, à midi. À gauche. Dans l'assiette, dans le verre, à droite. Comme ça, j'ai tout. Alors, à l'heure du déjeuner, donc à midi, quand vous recevrez demain pour la fête des pères, vous mettrez la serviette dans l'assiette. Pourquoi? Ah, il faudrait un micro, là, quand même. Pourquoi, à votre avis? Par rapport à l'horloge, midi, au milieu. Ah, donc la serviette au milieu, parce oui, que voilà. Mais c'est une bonne idée, figurez-vous. Alors, je vais vous expliquer aussi. Comme on sert traditionnellement un verre d'eau avant que les invités ne passent à table pour les médicaments, autrefois, il était de coutume de servir un potage pour le dîner. Et le potage, même aujourd'hui, est le seul plat que l'on sert avant que les invités ne passent à table. Donc le soir, vous ne pouvez pas mettre la serviette dans le potage, donc on la met à gauche, alors que pour le déjeuner, elle est dans l'assiette. Est-ce que vous le saviez ou pas? Est-ce que vous avez des questions à me poser sur
L'art de la table. Allez-y, madame. En fonction de la Parlez bien près du micro. Oui, pardon. en fonction de la maîtresse ou du maître de maison, Oui. on dit qu'on doit placer normalement les invités les plus, on va dire, prestigieux à droite ou à gauche de la maîtresse ou du maître de maison. Exactement. Pourquoi? Alors, si vous recevez à la française, le maître et la maîtresse de maison reçoivent, enfin les deux personnes qui reçoivent, parce que les temps ont changé, face à face. À l'anglaise, vous seriez au bout de la table. Les personnes que vous voulez mettre à l'honneur, soit les personnes qui viennent pour la première fois dîner chez vous, soit des personnes qui, dans la hiérarchie sociale, se démarquent des autres, eh bien effectivement, madame, vous mettrez monsieur X à votre droite, et votre mari ou la personne qui vit avec vous mettra à sa droite la femme de ce monsieur X. C'est une question de bienséance, c'est un code de respect, sauf que on est quand même en 2018, que les temps changent, et si vous êtes persuadé que votre belle-mère, qui a à peu près 82 ans, mais est très vive d'esprit, travaillait dans un domaine des assurances, et qu'à table, vous avez invité, pour une raison, madame, qui vous regarde, un jeune et faible de 28 ans, sans en parler à votre mari, qui travaille aussi dans le domaine des assurances, eh bien, n'hésitez pas à les mettre l'un à côté de l'autre, parce qu'il faut toujours penser qu'un dîner réussi, c'est un dîner où les gens se parlent. Et parfois, combien de fois, dans des dîners à la campagne, parce que j'étais célibataire, j'ai eu des femmes célibataires aussi, on disait on va le marier, et on ne savait pas quoi se dire. Et j'aurais vraiment préféré être à côté de votre belle-mère. Donc pensez à avoir des sujets de conversation, c'est plus simple. Alors, une autre question. Où se place le pain à table? À gauche, vous travaillez dans l'hôtellerie. Dans la corbeille pour madame. Est-ce qu'on peut placer le pain à droite? Dans l'assiette? Dans la serviette, comme j'ai parfois vu? Où plaçons le pain? Exactement. Le pain, si vous mettez du pain individuel ou même de la baguette coupée, et pour éviter, parce que parfois on n'a pas une salle à manger de 50 mètres carrés, mais plutôt une petite salle à manger, on minimise la corbeille à pain, etc. Vous mettrez le pain à gauche, dans une soucoupe, dans une petite assiette à pain le soir, à même la nappe pour le déjeuner. Parce que le soir, c'est plus protocolaire, on a plus de temps. Est-ce que quelqu'un a une question? Tu veux poser une question? Alors justement, nous sommes au salon de la pâtisserie. Je vous sers parce que je sais que madame, toujours vous, vous aimez énormément le millefeuille. C'est vrai, je l'ai vu, j'ai senti. Et comme le millefeuille n'est quand même pas très pratique à servir, un grand millefeuille, on va servir des millefeuilles à la part. Comment vous allez découper votre millefeuille? Avec un couteau et une fourchette. Avec un couteau et une fourchette, ok. Mais comment vous allez disposer votre millefeuille? Alors je m'explique, parce que je suis dessinateur, donc je dessine un millefeuille, il est rectangulaire, et on a tous vécu ça. Vous savez, quand vous prenez la fourchette et le couteau, ça s'écrase. Coupé par la moitié? Non, il faut mettre le millefeuille sur la tranche. Et vous allez voir, ça change votre vie, surtout au restaurant, vous pouvez rester digne. Combien de fois on a de la crème qui tombe sur la chemise, sur votre robe? Maintenant, vous êtes pâtissière, vous faites partie de ces 46% des Français qui font leur pâtisserie maison. Et arrive le moment du dessert. À qui allez-vous donner ce dessert? Qui est la première personne à se servir? Comment? La personne la plus ancienne. Est-ce que quelqu'un l'invite? Comment? Les femmes. Les invités. Les femmes. Les femmes. Oui, jeune homme. L'hôte de la maison? Comment? Prends ton micro. L'hôte de la maison? Alors c'est vrai, ce serait pas mal parce que comme ça, au moins tu manges chaud. Le dessert, si vous avez fait un gâteau maison, et je sais que vous allez dire « Oh, on ne le savait pas », on le sert entier à la personne que vous souhaitez. À partir du fromage, donc le plateau de fromage qui est juste avant le dessert, on ne fait plus les femmes en premier et les hommes d'abord, mais on suit le centre du cadran d'une horloge. Donc le fromage, ce sera Jacques, Martine, Philippe, Aurélie, et non pas Martine, Aurélie, Joséphine et Jacqueline. D'accord? C'est clair?
Et pour le dessert, je suis sûr, madame, vous venez dîner chez moi, je vous offre ma tarte aux fraises que j'ai... Oui, hein, je vais un peu vite en besogne. Je vous offre une tarte aux fraises que j'ai faite dans l'après-midi. Votre première réaction va être de... Qu'est-ce que vous allez faire avec ce gâteau entier? Je le mange. Oui, mais si vous mangez tout, c'est quand même pas très sympa. J'ai pas fait une tarte familiale pour ma table. Bah, j'attends que tout le monde soit servi. Non. Vous avez le droit, à partir du dessert, de ne pas attendre que tout le monde soit servi pour commencer à manger le dessert. Et surtout, tout le monde le voit, vous prenez le gâteau, la première personne dit « Ah, on est combien? 8 !» Et elle coupe en 8 le dessert. Erreur fatale, faute de protocole. La première personne, ça vous fait rire, hein, reçoit le dessert et elle se sert la part dont elle a envie. Alors, je vous vois, si vous êtes le dernier d'une table de 10, avec 9 morphales, l'éducation veut qu'on fasse attention à ce qu'il en reste pour les 2 derniers. Mais on ne découpe jamais un dessert en nombre de parts par rapport aux invités. Pourquoi? Jeune homme, il aime bien les desserts, hein? Attends, prends le micro. Comment tu t'appelles? Erdem. Comment? Erdem. Erdem. Alors, pourquoi? Pour s'ils veulent se resservir. Ah oui, quand je dis que tu es gourmand. On n'impose pas... Ah pardon, excusez-moi. S'il y a des gens qui n'ont pas faim ou qui n'en veulent pas? Exactement. C'est-à-dire que si jamais vous imposez une part de dessert à tout le monde, la même part à tout le monde, normalement votre dîner aura été suffisamment copieux. Et il y a des personnes, pour X raisons, souvent des questions de ligne, ne veulent pas de dessert et donc on n'impose pas la part de dessert. Est-ce que c'est clair pour tout le monde? On ne se resserre pas en dessert, sauf si la maîtresse invite tout le monde à se resservir, parce que ce serait un peu vexant de se jeter sur le dessert, pour peu qu'elle ne l'ait pas fait, et que tout le monde dise vraiment il est fabuleux ton dessert. Sous-entendu, le reste, c'était moyen. Oui, c'est un peu plateau de fromage. Donc avant, vous allez offrir un plateau de fromage. Sachez qu'en semaine, on n'est pas obligé d'offrir du fromage. C'est réservé au dîner du week-end. C'est un peu chiant de m'avoir à table, hein. Le plateau de fromage ne se sert qu'à partir du week-end parce que les dîners peuvent durer plus longtemps, alors qu'en semaine, sauf erreur de ma part, normalement on se lève pour aller bosser. Donc on essaie de ne pas faire durer trop longtemps ce moment de convivialité. Combien de fromage offrez-vous dans votre plateau de fromage? 5, 4. Un de chaque sorte. Un de chaque sorte? Oui, il faut qu'il y ait des fromages de sortes différentes. Alors si jamais, admettons, il y ait un fromage par région. Ah non, bah non. Il faut qu'il y ait une pâte persillée. Ah, c'est ça. Alors effectivement, on propose toujours un plateau de fromage avec un nombre de fromages impair, en respectant les différentes, effectivement, du fromage de chèvre, des pâtes molles, des pâtes dures, croûte, pas croûte, etc. Et vous avez le droit de vous servir combien de variétés de fromage? Toutes. Toutes. Madame? Toutes? Mais ne me regardez pas comme ça. Eh bien non. 2. Combien? Qui dit mieux? Eh bien monsieur a gagné. On ne prend pas plus de 3 variétés de fromage quand on va dîner chez quelqu'un. Vous pouvez en mettre un nombre impair, c'est pas non plus un restaurant. Donc n'excédez pas 7 et vous pourrez vous servir de 3 fromages. Alors peut-on Monsieur? De l'histoire de ceux de la... Enfin, c'est les codes... Prenez le micro. Pardon. Les règles, c'est ce qu'on appelle l'étiquette à la française. Oui. Donc ce sont des règles qui se sont construites dans un certain milieu social au départ, qui voulait se démarquer des autres milieux. Et on a fait perdurer toutes ces règles, et c'est ce qu'on appelle le savoir-vivre à la française. Mais il y a une raison particulière pourquoi ces règles ont été établies, non? Oui, alors par exemple, pour le fromage, alors pourquoi on ne se sert pas de plus de 3 fromages? C'est toujours parce que c'est le seul plat que la maîtresse de maison n'a pas fabriqué elle-même normalement. Quand une maîtresse de maison ou un maître de maison reçoit, il doit confectionner son dîner du début jusqu'à la fin, sauf à avoir des chefs dans le Larzac, on ne fabrique pas son fromage, c'est quand même très rare.
Donc le fromage, c'est le seul plat qu'on va aller acheter. Donc toujours pareil, pour ne pas vexer la maîtresse de maison ou les personnes qui vous reçoivent, comme c'est le plat qu'elle n'a pas fait, on ne s'empiffre pas de fromage. Très bien. Et vous m'avez demandé, peut-on se servir de fromage? Eh bien, non. Le plateau de fromage ne passe qu'une seule fois. Ah, je suis nul, hein. Ah, j'ai des... Non, c'est... il ne passe qu'une seule fois, vraiment pour les raisons que je vous indique, parce que ce serait vraiment mettre mal à l'aise et vexer la maîtresse de maison. Alors, on ne va pas faire tout sur la pâtisserie. Est-ce que vous savez comment on déguste ou on mange les asperges? Couteau fourchette? Qui est un spécialiste asperges? Il y a des couverts spéciaux? À la main. Vous croyez? À la main. À la main. L'étiquette et les codes veulent que la l'endive, je ne sais pas moi. L'asperge. L'asperge se mange avec le tranchant de la fourchette. Oh. On ne se sert du couteau que pour découper la viande. Et on pousse avec son pain. Et donc, on est Normalement, vous découpez de la viande, par exemple, vous piquez avec votre fourchette en posant le couteau. Et l'asperge se mange avec le tranchant de sa fourchette. C'est pour ça qu'il y a une pression énorme pour les restaurateurs, tout grand chef qu'ils soient, et pour la maîtresse de maison, les maîtres de maison. Il faut absolument peler les asperges le mieux possible, parce que sinon ça peut se transformer en bambou. Et c'est pas... C'est ce que j'allais vous dire. Parce Ah ben que, voyez. En fait, si elles sont mal épluchées... Parlez bien près du micro, madame. Si elles sont mal épluchées, en fait, vous êtes vraiment en catastrophe, quoi. Ah ben c'est ça. Et si jamais vous le faites remarquer à la maîtresse de maison, c'est moche aussi. Et au restaurateur. Ah bah, oui, enfin, normalement c'est son métier, donc là vous pouvez peut-être vous permettre. Mais l'asperge, c'est avec le tranchant de la fourchette. Comment dégustez-vous le foie gras? Je vous invite chez moi. Toujours, madame. Et là maintenant, enfin, on verra. Je vous sers du foie gras. Alors, là il est à l'assiette. Alors, on va dire avec le couteau. Avec le couteau. Madame, avec la fourchette. Comment allez-vous manger ce foie gras? Je vous entends pas beaucoup au fond. Comment? Sur le toast ou sur le pain? Eh bien non, je suis désolé, alors que 99% des personnes que je croise le font comme ça. Le foie gras, c'est aussi avec le tranchant de la fourchette. Vous piquez, vous mangez, et là vous prenez un petit morceau de pain. On ne croque jamais non plus dans sa tartine, et on ne se fait pas une petite tartine de pâté Enaf. Bah, vous pouvez rire, ça vous fait rire, mais on le croise beaucoup ça. Est-ce que vous avez des questions sur certains autres aliments? Avez-vous d'autres questions? Non? Comment déguster? Pardon? Ah, les huîtres. Ça, c'est un peu vache de servir des huîtres. Ça, c'est typiquement ce qu'on mange en famille ou avec des bons copains. Hein. Alors, les huîtres sont bien ouvertes. Elles sont dans votre assiette. Vous la prenez à la main avec une petite fourchette à huîtres ou à dessert, parce que je ne vous demande pas non plus d'avoir tous les ustensiles et tous les accessoires qu'il faut. Vous allez essayer de décrocher l'huître. À la fourchette, vous la portez à votre bouche. Et je vous en supplie, vous pouvez prendre le jus d'huître sans en faire un bruit d'une machine hydraulique. Mais c'est dommage qu'on ne mange pas d'huître, on aurait fait la dégustation. Madame a beaucoup de fou rire, mais on l'entend tout ça. Est-ce qu'il y a d'autres... Cela dit, c'est la même chose pour la soupe. Hein. Ah, pour la soupe. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui... Exactement. La soupe, on doit... Alors ça, c'est une bonne idée, une bonne réflexion. La soupe est servie quand vous passez à table, d'accord? Vous avez la grande cuillère. Vous mettez la cuillère et on ne prend pas la cuillère de face. On la prend de côté. Et on ne soulève jamais son assiette. Donc être bien élevé, c'est laisser un peu... Arrêtez de rire. On laisse toujours un peu de potage dans son assiette à potage. Parce que c'est comme... On ne rend pas la vaisselle propre, si vous voulez. Alors, on est en plein hiver, en Anjou, un très bon civet de lièvre. Bonne sauce, vous voyez, c'est bien ça. Hein, vous aimez ça, vous n'arrêtez pas de complimenter les personnes qui ont cuisiné. Et il reste de la sauce au fond de l'assiette. Comment ça se passe? Mesdames, mesdemoiselles? On met un petit bout de pain sur la fourchette et on sauce avec la fourchette. Exactement. Délicatement. Pardon? Délicatement. Délicatement. C'est-à-dire qu'on ne prend pas... Il pourrait y avoir une cuillère à sauce, exactement, madame. Mais même avec une cuillère à sauce, on s'arrange pour...
il y a un lave-vaisselle souvent, donc on n'est pas le lave-vaisselle de ce dîner, d'accord? Mais on prend un morceau de pain, on le pique avec sa fourchette, pour faire remarquer qu'on a trouvé ça agréable et bon, mais on n'est pas comme ça, et on en reprend, on ne rend pas l'assiette toute blanche. Alors les garnitures, c'est pareil. Vous servez par exemple un plat de rôti froid avec du persil, vous voyez, pour que ce soit joli. C'est pas un bouquet de fleurs, on ne met pas un bouquet de persil. Donc on le cisèle, on le met en petits morceaux. Ceux qui aiment ça peuvent le manger. On peut considérer que ce n'est pas obligatoire, mais surtout, parce que franchement, moi si j'étais vous, je laisserais tomber le persil, il en reste toujours un morceau. Comment allez-vous déguster une glace? À la cuillère? Eh bien non, à la fourchette. Je sais, je suis dingue. La crème anglaise, à la fourchette. Je m'en vais, je vous laisse. L'étiquette veut que la petite cuillère, ce qu'on appelle la cuillère à moka ou à dessert, elle est encore plus petite à moka, c'est vraiment en cas de ruine totale de vos desserts. Vous avez loupé un truc qui coule vraiment, mais tout se déguste à la petite fourchette. Mais comme je suis sympa, vous pouvez vous aider de la cuillère. Moi, je vous dis ce qu'il faut faire. Hein. Alors pourquoi il y a des cuillères à dessert? Pour aider justement à une recette loupée. Vous voyez, par exemple, vous faites une espèce de fondant au chocolat. Alors, on l'appelle souvent un mi-cuit, mais un pas du tout cuit. C'est pas très pratique. Et là, la fourchette, ce serait vraiment impossible. C'est pour ça que quand on sert des glaces, on fait passer, on n'attend pas, on lance pas une conversation de 2 heures au moment où les glaces arrivent à table où vous les servez, pour pas qu'elles soient toutes liquides. Oui, mais la crème anglaise, il faut qu'elle soit un peu épaisse et souvent elle accompagne quelque chose. Donc c'est, vous voyez, donc vous la mettez. Hein, je sais, je chipote. Mais d'ailleurs, je suis assez attachant quand même au bout d'un moment. Est-ce que vous savez placer les verres à table? Oui, madame. Alors, est-ce qu'on peut avoir un micro? Où est le micro? Voilà, très bien. Alors, je vous donne 3 verres. Un verre à eau, un verre à vin rouge, un verre à vin blanc. Ce sont tous des verres à pied. Oui, ben normalement, ça va du plus petit au plus grand. Le plus petit, c'est le verre d'eau. Ensuite, le verre de vin. Et le verre d'eau, c'est le plus grand, pardon. Vous avez pris un joker. Oui, et puis donc ça va en dégradé comme ça, et on part à partir de l'angle droit, et ça, de la pointe du couteau, et ça fait une diagonale comme ça. C'est ça. Ah non, oui, pas mal. Quand vous êtes face à votre assiette, petit verre, moyen verre, grand verre, aligné, au même niveau, pas en diagonale. Ah non, aligné. Ah. Le petit verre est le verre à vin blanc, le moyen le verre à vin rouge et le grand verre le verre d'eau. La mode veut que même dans les restaurants les plus étoilés, les plus chics, maintenant on mette des gobelets pour l'eau, vous voyez, des verres qui ne soient pas à pied, des verres sans pied. Et bien là, si vous mettez 2 verres à pied et un verre d'eau, attention, le verre d'eau est à droite. Ah oui, d'accord. On respecte grand, moyen, petit. En revanche, si vous mettez qu'un verre à pied avec un gobelet, le gobelet reste à gauche. Est-ce que je suis clair ou pas du tout? Oui, oui, merci. Ça va? Oui. Et on sert toujours le verre d'eau. On va voir si vous suivez. Pourquoi? Pour les médicaments. Bravo, applaudissez-vous. Est-ce que, par exemple, vous avez des questions indépendamment de l'art de la table ou encore sur l'art de la table, des questions d'étiquette à la française, de savoir-vivre? Profitez-en, je suis là pour y répondre. Comment? Ah, la salade. Comment allez-vous manger la salade? Fourchette et pain. On plie la salade. Madame plie la salade en roulant. Effectivement, par pitié, quand vous servez de la salade, ne laissez pas des feuilles de nénuphar. C'est le bordel. On coupe la salade en petits morceaux. On ne mange la salade qu'avec sa fourchette aidée d'un morceau de pain. Pourquoi? Pourquoi pas de couteau? Est-ce que je peux avoir un micro, s'il vous plaît? Faire passer... Là.
pas mal pour Voilà, la viande. c'est pour C'est- éviter l'acidité de la vinaigrette, parce que dans l'ancien temps, les couteaux Ça abîme étaient l'argenterie. Exactement. dans un C'est-à-dire gros fer. qu'autrefois, alors maintenant, il y a de l'inox, Ikea a révolutionné l'art de la table, je ne sais pas si ça rend bien, mais il a facilité le passage au lave-vaisselle. Autrefois, les manches des couteaux étaient en argent et les lames en vermeil. Et l'acidité de la vinaigrette oxydait la lame, d'où fourchette et, et pain. Alors que le fromage, au moment de servir le fromage, si vous ne servez pas de salade, ce qui est possible, parce que si jamais quand vous recevez, vous vous dites, Jérémy Combe, il est bien sympa, mais son potage en entrée, j'ai pas envie de le servir. Vous allez par exemple faire une petite salade de gésier. Oh madame, bon, une petite salade niçoise, grecque. Eh bien, vous n'allez pas resservir de la salade verte avec le salade. Vous ne recevez pas des lapins à dîner. Et est-ce qu'on doit servir la salade en même temps que le fromage ou indépendamment? Alors ça, c'est vraiment selon les goûts. Il n'y a pas de Franchement, règle. il n'y a pas vraiment de règle. L'avantage de la servir ensemble, c'est que ceux qui n'aiment pas le fromage prendront de la salade, ceux qui aiment les deux prendront tout, mais au moins ça permet à ce qu'il n'y ait pas un invité qui mette en avant le fait qu'il n'aime pas le fromage, par exemple. Vous voyez? Il faut toujours penser à ce qui peut être mettre en avant le mieux possible. Et donc, si vous ne servez que du fromage, en revanche, vous ne laisserez qu'un couteau. Jamais de fourchette avec le fromage. Si? Vous n'êtes pas d'accord? Pas de fourchette avec le fromage. Vous êtes d'accord avec moi? Ah oui. Comment? Couteau et pain. Allez, croûte, madame. À votre avis. On les laisse. Après, on ne va pas faire une démonstration sur comment découper chaque fromage. Je vous laisse aller regarder parce que là, c'est quand même un peu le boxon, hein, si vous me permettez mon expression. Est-ce que vous avez des questions? Est-ce que c'est encore d'actualité de faire porter des fleurs avant de dîner? Sans jeu de mots, vous m'avez coupé l'herbe sous le pied. J'allais en parler. Alors, offre-t-on des fleurs pour arrive-t-on avec un dîner avec des fleurs? Allez-y, là, allez-y. Alors, qui oui? Qui pense oui? Qui non? Hein, il y a des hésitants. Hein. Normalement, On n'arrive jamais avec des fleurs à un dîner. Comment? Avec un bouquet de poireaux. Eh bien, pourquoi on n'offre pas des fleurs à la maîtresse de maison ou à la personne qui vous reçoit? je pense que elle a d'autres choses à faire, d'être présente pour ses invités et de pouvoir être présente pour C'est pas ses mal. fleurs, Pas mal. Je vais vous prendre la prochaine fois avec moi sur scène. On n'offre pas de fleurs quand on arrive à dîner chez quelqu'un, pour peu que vous invitiez par exemple 4 couples, potentiellement 4 bouquets, potentiellement 4 vases. 4 vases qu'il faut remplir d'eau. Dans le meilleur des cas, vous arrivez pour le dessert à table, vous êtes transformé en fleuriste. Parce qu'après, il faut poser les fleurs pour que les invités les voient, etc. La tradition, je sais, vous allez dire, ce mec est fou, c'est de ne rien offrir quand on va dîner chez quelqu'un. Je m'explique. Pourquoi? Vos moyens ne sont pas les mêmes que les personnes qui vous reçoivent. Ce qui est rien pour vous, par exemple, un cadeau à 50 € est peut-être énorme pour la personne qui va vous recevoir. Donc vous la mettez dans une situation de malaise le jour où vous allez l'inviter chez elle, chez vous. On n'offre pas de cadeaux, mais c'est très très rare. Moi, je peux faire la démonstration. J'ai des parents, par exemple, qui vivent entre Paris et l'Anjou. À Paris, ils assument totalement d'arriver sans cadeau. En Anjou, ils arrivent avec un cadeau, sinon on pense qu'ils sont radins. Non, mais c'est vraiment... Les codes voudraient qu'on n'offre pas de cadeaux. On peut faire livrer des fleurs avant le dîner ou le lendemain, avec un petit mot, en remerciant. Si vous avez vraiment passé une très bonne soirée, le bouquet sera un peu gros le lendemain. Si jamais vous avez passé une mauvaise soirée, ce sera un bouquet de poireaux comme a proposé madame. Donc, vous faites passer les fleurs avant ou après. En revanche, tout ça, c'est quand même l'étiquette et le protocole. Quand on est entre amis, en famille, on peut, par exemple, en famille, dire « je t'apporte le dessert ». Mais on prévient, on n'arrive jamais la bouche en cœur à un dîner avec le dessert. Vous avez prévu votre menu avec le dessert qui va vouloir servir. Ça colle pas et en plus, la personne aura déjà préparé son dessert. Quand on arrive chez des copains, par exemple, et vous voulez absolument, vous n'assumez pas d'arriver les mains vides, vous allez offrir du champagne. Alors, si on reste dans les fleurs, une plante verte, c'est plus pratique, parce qu'une plante verte, ça fait plante verte, on la pose. Il n'y a pas besoin de chercher de vase et d'eau. Donc, vous voyez, tout est une question de facilité. Est-ce qu'on arrive avec du champagne?
Non? Je pense que non. Non? Qui pense oui? Qui pense non? Alors, si vous arrivez avec du champagne parce que vous avez décidé, ne l'apportez jamais frais. Si vous apportez une bouteille de champagne fraîche, ça veut dire on va se la taper ensemble. Sauf que vos copains auront prévu de servir, je dis n'importe quoi, du rosé parce que c'est l'été. Et là, il y a 12 personnes qui regardent cette bouteille de champagne fraîche en disant qui va en avoir et surtout qui ne va pas en avoir. Donc, vous mettez la personne chez laquelle vous allez dans une situation inconfortable. Vous voyez? Donc, on apporte une bouteille et vous dites, vous la boirez quand vous serez tous les deux ou quand on sera en petit comité. Comment? Non? Je croyais. Les chocolats, c'est plus facile à offrir. Si vous voulez absolument offrir des cadeaux, chocolat, bougies parfumées, mais pas la broderie de Tante Chantal parce que vous avez entendu que la personne aimait la broderie. On fait des cadeaux qui sont sûrs de plaire et qui restent un petit peu des cadeaux sans, qui vont pas remettre en cause la décoration. Avez-vous d'autres idées ou d'autres questions sur lesquelles vous voulez qu'on échange? Est-ce qu'on doit... Ça marche? Allez-y, allez-y. Est-ce qu'on doit arriver un peu en avance, pile poil, ou un peu après? Alors justement, je fais un dîner ce soir, chère madame. Je vous invite à 20h45. À quelle heure allez-vous arriver? 20h45. 50 devant. 55 toujours devant. À ma droite? Comment? Je vous invite à 20h45. Oui, non, J'entends pas. 20h50. 21h. 21h. 20h50. Alors, exactement. Sachez que quand vous invitez, vous dites à vos amis, venez à 20h. C'est une indication pour arriver à 20h15. C'est ce qu'on appelle le quart d'heure mondain, le quart d'heure parisien, et si vous habitez à Chartres, le quart d'heure de Chartres. Pourquoi? Parce que justement, c'est le quart d'heure qui permet à ceux qui reçoivent d'être nickel, qu'il n'y ait pas un truc. Vous ouvrez le vin, pof, la chemise tachée. La fameuse chemise, madame. Eh bien, ça vous permet aussi de souffler. Si jamais vous êtes un peu distraite, vous avez eu un appel au téléphone, vous avez laissé les lentilles griller, vous avez le temps éventuellement de danser. Donc on arrive toujours avec un quart d'heure de retard. Mais surtout, je vous ai invité, quand est-ce que vous partez? Ah ah, on part à quelle heure? On part comment? Oh! À quelle heure allez-vous quitter mon humble demeure? Quand vous proposez le jus d'orange. Ah, vous êtes calés, vous, hein? Alors, figurez-vous qu'on passe au salon pour le café, pour le digestif, et là, vlatipa que vous avez mis de la musique et ça repart pour 2 heures de bringue. Sauf que vous avez un avion, ou alors vous ne pouvez plus les voir, vos copains, il faut qu'ils partent. Vous offrez un jus d'orange. Et quand on connaît les codes, ça veut dire que dans une demi-heure, tout le monde est au lit. Enfin, chacun chez soi. Il faut servir un jus d'orange. Et globalement, faites bien comprendre à partir du dessert que vous travaillez tôt, que les enfants se sont levés de bonne heure, parce que là, il y en a qui peuvent rester. Mais il faut l'accepter, le jus d'orange, ou on comprend que c'est... Normalement, vous comprenez. Hein? Est-ce que vous avez des questions? Mais indépendamment de l'art de la table, hein, n'hésitez pas. J'ai très mal avec mon serre-tête là. Allez-y. Qui a une question? Il n'y a pas de questions sur les mariages, pas de questions sur la correspondance, pas de questions au travail, pas de questions... Non. Si, pour le mariage... je vous ai un peu tendu une perche, vous, la future mariée, là. Hein. J'avoue. Vaut mieux pour le dessert, la pièce montée, vaut mieux les choux traditionnels ou la vraie pièce, voilà, la vraie pièce montée. Alors là, après, ça m'ennuie, parce que si je vous donne mon avis, vous allez m'inviter, et puis c'est gênant. Non, alors, une pièce montée, celle qui vous fait plaisir, c'est quand même, là pour le coup, votre jour. Il y a un protocole à respecter pour l'entrée à l'église, pour toutes ces choses-là. Le dessert, c'est vous qui choisissez. Moi, mon conseil, et j'ai écrit un bouquin là qui est sorti, c'est ce que j'explique, c'est qu'il y a une petite pièce montée pour faire genre, et vous servez un dessert à l'assiette que le traiteur vous aura préparé. C'est 10 fois plus pratique, ça va 10 fois plus vite. Parce que le jour du mariage, si c'est votre jour, ceux qui sont à table en ont marre d'être à table. Donc il faut vraiment faire un dîner qui passe vite, et le dessert parfois rajoute 3 quarts d'heure au dîner. Vous voyez, il faut essayer de dire à votre traiteur 1h30 sur la piste de danse. Est-ce que vous avez des questions? Quand on est invité à un mariage, il faut mettre combien comme cadeau?
Qu'est-ce qui se fait? Le fameux cadeau de mariage. On va demander à la future mariée. Elle va dire beaucoup, mais... Non, là vraiment, quand vous allez à un mariage, on va prendre cette occasion-là, vos copains, souvent, on n'invite que des amis à son mariage. Donc, le cocktail peut être très mondain, mais on ne fait pas, par exemple, un cocktail de mariage, on n'est pas obligé de faire un cadeau. On fait un cadeau quand on passe toute la journée, quand on est proche des mariés. C'est vraiment par rapport à sa situation financière. Aujourd'hui, ce qui a faussé les cadeaux de mariage, ce sont ces fameuses listes de mariage avec une participation libre. En même temps, c'est très malin pour les mariés parce qu'on a toujours l'impression d'être le radin du mariage. Donc on lâche un peu plus que ce qu'on mettrait normalement. Je crois qu'il faut vraiment assumer ce qu'on met. Et évidemment, quand vous êtes invité à un mariage, on sait combien coûte le prix de revient, entre guillemets, par personne. Et il faut être un peu bon genre, quoi. C'est-à-dire que si vous mettez 20 €, sauf être à Pôle emploi depuis 15 ans, où on comprendrait, on va un peu plus loin, quoi. Mais c'est quand même un peu il faut ressentir. Est-ce que vous avez d'autres questions? Madame? Quelle est la place d'une belle-mère? J'ai peur à la fin de la phrase. Allez-y, j'entends pas. La place d'une belle-mère au mariage de sa belle-fille. Ça sent le vécu, ça. Ça va venir. La place, comment on va dire, à table ou dans la cérémonie, dans la participation? Dans le mariage, oui. Alors ça, j'ai envie de vous dire, ça dépend vraiment des relations que vous entretenez avec la fille de mon mari. La fille de votre mari. Belle-mère dans son... Ah oui, d'accord. Si vous vous entendez, elle a encore sa maman? Eh bien, ça dépend de votre façon de vivre, vous voyez. C'est-à-dire que vous, normalement, ce sont les parents qui s'occupent du mariage de leur fille. Mais si jamais votre belle-fille entretient une relation privilégiée avec vous et que sa mère n'a pas une poupée vaudou, elle vous met des aiguilles. Non, mais vous voyez, c'est un peu du dodo. Non, vous pouvez aussi, vous savez par exemple que les centres de table, ça saoule un peu tout le monde on va dire dans la famille de départ. Eh bien, vous pouvez prendre à votre charge l'organisation ou la gestion d'un petit moment du mariage. Pour comme ça, vous êtes présente, ce qui est normal, et vous vous imposez pas trop. Autre question? Oui, mademoiselle? Est-ce que les témoins sont obligés d'être à la table des mariés lors d'un mariage? Alors, si jamais ils ne sont pas à la table des mariés, souvent ils se vexent. Parce qu'ils disent, ouais, elle nous a demandé des témoins en même temps. Si jamais vous avez, comme c'est possible, deux témoins à la mairie, 2 mariages le même jour. Vous avez 2 témoins à la mairie et 4 mariages à l'église, vous vous retrouvez avec 6 témoins. X 2, 12. Plus vos très bons copains, voilà, ça fait une table. Donc c'est un parti pris. Vous pouvez vraiment aussi... de toute façon, moi, je prône que les mariés soient tous les deux à une table en tête à tête. Le jour de leur mariage, parce qu'il n'y a rien de plus chiant d'être à côté de la mariée ou à la table des mariés. Ils vont faire le tour des tables, ils vont changer de trucs, ils ont des obligations. Et du coup, vous pouvez aussi être à un mariage sans voisin. Parce que les mariés ont un job ce jour-là, c'est de faire le tour des tables. Donc moi, je dis toujours que, en plus, ils sont souvent très contents de se retrouver tous les deux. Ça leur permet de critiquer leur belle-mère, je blague. Mais une table à 2 et après, des tables de copains et de famille. Est-ce que vous avez une autre question? Oh là! Ah, encore toi, vas-y. Attends, on va te donner un micro. Quand vous avez dit il y a une pièce montée et en fait on donne un dessert, la pièce montée on en fait quoi après? Ah, toi t'en perds pas une miette. Hein. Le petit garçon me disait, vous dites il y a une pièce montée mais il faut quand même servir du dessert à l'assiette. Qu'est-ce qu'on en fait de la pièce montée? Il est pas bête lui. Eh bien la pièce montée on la garde pour la table des mariés justement, ou pour la table des témoins. C'est-à-dire que c'est le dessert qu'on va partager avec sa famille. Et ensuite, ah si, j'ai des rebelles au fond de la salle. Et ensuite, mais dans l'assiette de dessert, peut y avoir des choux de la pièce montée. Mais ce que je veux dire, c'est pénible de regarder la pièce enlevée chou par chou, là. Vous voyez, c'est un truc qui se fait en cuisine. Il y avait une autre question. Alors, est-ce qu'on alterne toujours hommes et femmes? Je pense, ma chère madame, que vous n'avez pas compris que nous étions en 2018. Non, mais la tradition veut, effectivement, l'étiquette veut qu'on mette hommes et femmes. Les temps ont changé. Parfois, vous invitez des amis et vous vous rendez compte que la femme de votre pote est un monsieur. Et qu'ils se sont paxés, qu'ils vous ont oublié de vous le dire. Et que vous aviez mis femme de et c'est monsieur de.
Voilà. Maintenant, voilà. C'est alors moi, ça dépend. Hein. Moi, mes parents, ils font Madame, Monsieur, mais quand Monsieur est avec Monsieur, c'est compliqué. Oui, vous avez un micro? J'ai 3 questions. Oh là, je m'assois? Comme vous voulez. Je sens que vous me titillez, vous, depuis tout à l'heure. Alors, je vous écoute. La première, c'est est-ce que vous connaissez l'origine de la bise? L'origine de la bise? Oui. Pourquoi est-ce qu'on l'a fait? Ah non, ça va peut-être être une colle. Attendez, je réfléchis. Non, je sais pas. Moi non plus. Sauf que moi, je sais. Après, deuxième question. La deuxième question, c'est est-ce que vous savez pourquoi les Français eux-mêmes ne savent pas combien de bises on se fait selon la région où on est? Enfin, il y a toujours une confusion en fait. C'est ça. Alors, vous savez ou pas? Non, moi, les questions je que sais. je vous pose, je ne les connais pas. Vous m'aurez pas. Et la troisième, c'est est-ce que vous savez pourquoi c'est plus au niveau de l'origine des mots? Donc vous avez le nom un baiser. Comment le sens s'est transformé lorsqu'on utilise ce mot mais en verbe? Et enfin... Bernard Pivot sort de ce corps. Pourquoi en anglais il y a le verbe to hug et en français c'est se prendre dans les bras? Il n'y a pas un verbe spécifique pour ça. Vous voulez nous en parler de vos problèmes en ce moment avec la bise? Donc voilà pour mes questions. Alors je vais essayer de faire une réponse condensée. Alors pourquoi la bise? Parce que autrefois, dans un temps que les moins de 20 ans, on ne serrait la main qu'aux personnes qui vous la tendaient. Par exemple, aujourd'hui, la reine d'Angleterre, par exemple, si elle ne vous tend pas la main, vous n'allez pas vous lui tendre pour qu'elle vous la tende. Alors si elle ne vous tend pas la main, on ne touche pas la reine d'Angleterre, par exemple. Et donc la bise est née justement pour montrer, toujours pareil, c'était pour se différencier. Certaines personnes mettaient de la distance, donc d'autres ont voulu dire, bah tiens, on ne se serre pas la main, mais moi je t'embrasse. La bise est née comme ça. Vous voyez, pour montrer que c'était plus chaleureux et qu'on ne mettait pas de distance par rapport à certaines personnes. Le nombre de bises, alors là, ce sont vraiment des coutumes régionales. J'ai fait toute une chronique là, dans 100% Mag il y a quelques années, où franchement, il y a des régions où on s'en fait 1, 2, 3 et 4. En règle générale, maintenant, on est plutôt à 2 bises, gain de temps. Et il y a tout un courant en ce moment, on peut le lire dans la presse, et la bise au travail. Est-ce qu'on doit s'embrasser au travail, par exemple? Vous qui êtes un aficionados, est-ce que vous embrassez au travail? Pas tellement. Comment? Pas tellement. Ben, ce serait le moment avec la théorie que vous faites sur la piste. Non, donc on est plutôt un retour justement au bonjour et à la poignée de main. La troisième question, c'était sur le verbe. C'est pas facile à dire. Non, c'était quoi, pardon, je me souviens plus. Je disais, c'était que on connaît un baiser. Oui. Mais comment ça se fait que le verbe il a été transformé de façon à ce qu'il veut dire autre chose aujourd'hui? On dit plutôt embrasser, donc. Et pourquoi il n'y a pas de verbe pour se prendre dans les mains comme en anglais, to hug? Pourquoi on décrit justement le fait de... Alors j'ai une réponse. On va échanger nos mails. Je vais réfléchir. Je vais aller me documenter et je vais vous répondre. Non, je sais pas. Okay. Franchement, je suis désolé. Ça va, ça? Je vous remercie en tout cas. Non, c'est moi, merci. Est-ce que vous avez... Quelqu'un a une question? Oui, non? Vous savez pas la poser? Alors, attendez, c'est secret. Dites-moi. Quand on a besoin d'aller aux toilettes au milieu de repas. Bah, c'est une bonne question quand même. Madame a des problèmes. Elle veut aller aux toilettes. Pendant un déjeuner ou un dîner. Et en plus, c'est vous qui l'avez posé cette question. Je vous ai vu, c'est votre fille. Alors, on ne va jamais aux toilettes. Nous sommes des fleurs. En revanche, on a énormément besoin de se laver les mains. Donc, vous pouvez dire, on va se laver les mains. Mais vraiment, on attend quasiment, enfin, on fait en sorte, avant d'arriver chez vos copains, chez vous, sauf à boire le litre de vodka dès en arrivant. Mais c'est quelque chose qu'on fait chez soi, ou au moment où on passe du salon, de la salle à manger au salon pour aller boire le café. Enfin, c'est un moment, on n'en fait pas un moment de vie comme les médicaments au départ avec l'eau, etc. Qui a encore une question? Pose-la moi directement. T'as une question? Ah non. Oh, madame.
Et hier, madame était devant un monsieur qui avait une crotte de nez. Ben, il faut lui dire. Alors ça, je l'ai fait aussi une partie dans mon bouquin. Tout ça, la jupe coincée. Hier, par exemple, sur un stand, il y avait une femme qui expliquait et elle avait les jambes écartées et on voyait sa culotte. Et j'avais bien vu que ça faisait 3 minutes que des visiteurs ricanaient. Ben, je suis allé lui dire. Ah, j'ai eu peur. C'est toujours les cordonniers les plus mal chaussés dans ces moments-là. Non, mais il faut le dire en n'en faisant pas non plus un acte. Vous le dites discrètement, vous n'en faites pas un événement, mais c'est quand même plus sympa. Et à table, c'est très simple. Si votre voisin de table a une crotte de nez, il suffit que vous fassiez ça, pour que de toute façon, la personne fasse ça. Ou alors vous faites ça, hop, la personne y va. Mais il faut le dire aux autres, parce que vous imaginez la honte le soir quand vous arrivez chez vous, vous dites « Oh, ils sont foutus de moi toute la journée ». Est-ce que vous avez d'autres questions sur l'art de la table Mademoiselle ouais. Alors du coup, une question qui n'a rien à voir avec mariage et tout ça. Un peu plus près le micro, s'il vous plaît. Oui. Quand on fait son lit, est-ce qu'on met l'oreiller sous la couette, sur la couette, on replie la couette Alors, je travaille chez Descamps. Non, ça c'est vrai. Si vous, là, il n'y a pas de protocole. Sauf que si jamais on suit quand même la façon de dresser un lit tel qu'il doit être fait dans des palaces, on met les oreillers sur les draps. Vous voyez, en haut, l'oreiller est visible parce qu'il fait partie de ce qu'on appelle la parure de lit. Donc on met tout. En revanche, puisque vous m'emmenez dans votre drap, vous quittez, vous allez dormir chez des copains, et puis c'est la fin du week-end. Qu'est-ce que vous faites de vos draps? Vous refaites le lit? Vous défaites le lit. Voilà, on plie les draps. On ne quitte jamais une famille, même s'il y a du personnel de maison ou quelqu'un qui vient, on vous dit oh, demain il y a quelqu'un qui vient, on plie ses draps et on les laisse dans la chambre pliés avec les serviettes de toilette. En revanche, si on est très proche ou si on est par exemple chez son frère et sa belle-sœur, on peut quand même les emmener dans le panier de linge sale. Mais quand on va chez des copains, on ne se transforme pas en aide de chambre, en femme de chambre. Dernière question. Ah. Après le baiser, de quoi allons-nous parler? Alors, selon vous, quelle est la règle française qui vous a traumatisé durant votre enfance? Ah, vous êtes psychiatre. Je vais m'asseoir. Alors, j'avais des parents un peu durs. La règle par rapport à l'éducation que j'ai reçue? Oui. Non, mais j'étais assez à l'aise, moi. C'est-à-dire que j'ai pris ça comme un jeu plutôt que comme une punition. Qu'est-ce qui pourrait être un peu... Non, ce qu'il y a de plus compliqué dans l'art de vivre et dans le protocole, c'est de présenter les gens les uns aux autres. Si vous voyez, quand vous arrivez dans un cocktail, dans un mariage, parce que parfois vous avez beau connaître tout le monde, le nom vous échappe, pour peu qu'ils aient des noms compliqués. On ne sait plus si on doit présenter tante Jacqueline, un machin, le plus jeune, le plus... C'est la présentation des uns et des autres, moi, qui me pose le plus de problèmes. D'accord. Et vous, qu'est-ce qui vous pose le plus de problèmes dans le protocole et dans l'étiquette française, cher monsieur? Comme je ne les connais pas trop, je ne sais pas. De toute façon, il faut vraiment prendre ça comme un jeu. Parce que je le répète et je le dis souvent, les bonnes manières, ce n'est pas obligatoire, mais c'est bon à savoir. Parce que le jour, quand vous savez ce qu'il faut faire, vous êtes très à l'aise d'être pris en flag, parce que vous pourrez justifier la personne qui vous dit bah, « dis donc, c'est pas super ». Donc, il faut les savoir. Il faut alléger son sac à dos. Je dis toujours que c'est une pierre en moins dans le sac à dos. Et l'exemple que je donne, quand vous allez par exemple passer un entretien pour un job, c'est le job de votre vie, sauf que vous êtes parfois 10 ou 12, et les 12 pensent que c'est le job de leur vie. Sauf qu'en plus d'avoir le stress d'être bon, parfois, et je l'ai vu quand les gens m'écrivent, etc., il y a le stress de savoir est-ce que je dois m'asseoir avant qu'on me le dise, est-ce que j'ouvre la porte, est-ce que ceci, est-ce que cela. Quand on sait, on est beaucoup plus léger pour aller à l'essentiel. Voilà. Je crois que je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup, bonne fin de journée. Alors, il y a une table ronde dans 10 minutes sur le sucre.